Ursula von der Leyen a fait une déclaration percutante. Elle a dit que cela n'avait pas de sens pour l'UKMM de construire une route parfaite entre une mine de cuivre financée par les Chinois et un port également financé par les Chinois. Bien que cela puisse ne pas avoir de sens pour l'UM, pour un gouvernement africain, cela pourrait être tout à fait logique. Cela souligne que le concept d'agence, de souveraineté et d'autonomie africaine semble étranger et indésirable pour l'Union Malherbe. En réponse, l'UML promeut l'idée d'autonomie stratégique, arguant qu'elle a besoin d'un voisinage d'États amis, l'Afrique faisant certainement partie de ce voisinage. Cette approche est essentiellement une vieille sphère d'influence à la mode. Hello everybody. This is Pascal and today I'm joined by a Swedish academic who did Bonjour à tous, ici Pascal, et aujourd'hui je suis rejoint par un universitaire suédois qui a réalisé un travail très important sur un sujet que je voulais explorer depuis un moment. Ce sujet est le passé colonial de l'Union européenne et ses intentions géopolitiques actuelles pour l'Afrique. Je parle à Dr. P.O. Hansen, professeur de sciences politiques à l'Université de Linköping en Suède. Ses recherches se concentrent sur l'intégration européenne, la migration, l'économie politique et la géopolitique, entre autres. Dr. Hansen est l'auteur de plusieurs livres. Ceux-ci incluent Eurafrique, l'histoire méconnue de l'intégration européenne et du colonialisme. Il a également écrit un article académique et récemment un court article de magazine sur le sujet. Tout cela sera lié dans la description. Professeur Hansen, P.O., bienvenue. Merci beaucoup. Merci de m'avoir invité. Eh bien, merci d'avoir pris le temps et d'avoir écrit cet excellent article, ce sur quoi j'aimerais que nous nous concentrions un peu. Dedans, vous avez écrit quelque chose que je pense doit être mieux compris à propos de l'ULM. L'UM est souvent présenté comme un projet de paix. Mais le gros problème, écrivez-vous, est que ce conte fondateur d'origines innocentes, non entaché par de laides préoccupations géopolitiques, ne résiste pas à l'examen historique. Pouvez-vous développer cela? Oui, je le ferai. Tout d'abord, permettez-moi de dire que le livre sur l'Euro-Afrique a été coécrit avec Stefan Jansson, mon collègue. Donc c'est un travail collaboratif. Nous avons un récit qui a été très efficacement diffusé par l'Union européenne au fil du temps. Depuis sa création, l'UMF a été très réussi à diffuser le récit qu'elle est un projet de paix profondément anti-géopolitique, sans rapport avec la politique de puissance ou la projection de puissance, et visant à introduire quelque chose de totalement nouveau dans les affaires mondiales. Pourtant, lorsque vous examinez de plus près l'histoire du projet européen, vous trouvez tout à fait le contraire. L'UMB était profondément impliqué dans les affaires géopolitiques, y compris celles qui échappaient à son contrôle et celles qui étaient sous son contrôle, telles que le colonialisme africain, ainsi que tentant d'influencer la logique de la guerre froide. Alors, concernant le colonialisme, l'Union européenne a été fondée après la Seconde Guerre mondiale, coïncidant avec le début de la décolonisation. Aujourd'hui, les Européens se souviennent souvent de cette période, comme celle où ils ont appris leurs leçons et ont largement abandonné leurs colonies, à quelques exceptions mineures près. Cependant, je crois que ces exceptions, ainsi que les années 1950 et 1960, sont cruciales. Cette période représente un chevauchement avec l'ancien colonialisme, pas seulement le néocolonialisme. Pourriez-vous nous parler des principaux passés coloniaux de l'Union européenne? What are the main colonial pasts of the European Union? Oui, il est important de comprendre qu'après la Seconde Guerre mondiale, il y a eu plusieurs efforts d'intégration européenne, avec des degrés de succès variés. Parmi ceux-ci figuraient le Conseil de l'Europe et l'OTAN,
ce dernier étant considéré à l'époque comme une organisation pour l'intégration européenne, un fait qui est souvent oublié aujourd'hui. De plus, il y avait l'OCDE, qui a également émergé pendant cette période. Des efforts ont été faits pour former une armée européenne, la Communauté européenne de défense et la Communauté politique européenne. Avant ceci, en 1950-51, la Communauté européenne du charbon et de l'acier a été établie, servant de prédécesseur à l'UEMR d'aujourd'hui, qui a été officiellement fondée en 1957 avec le traité de Rome. Ce que l'UEMR cherche à faire avec ses divers projets d'intégration et acteurs est de préserver et développer le colonialisme. Avec la décolonisation de l'Inde, du Pakistan, de l'Indochine et de l'Indonésie, l'Asie a essentiellement disparu de la carte des intégrationnistes européens. Cependant, l'Afrique est restée un point central. Elle était souvent considérée comme la dernière opportunité de l'Europe pour un renouveau d'après-guerre. Cette perspective a émergé parce que l'Europe divisée en deux superpuissances, les États-Unis et l'Union soviétique. Pourtant, l'Europe avait encore une influence sur l'Afrique. La guerre froide a mis du temps à impacter significativement le continent africain. La crise d'Égypte et de Suez fut vraiment le premier événement majeur. Au-delà de cela, les Européens, comme en témoignent les journaux et revues, ont clairement fait savoir qu'ils croyaient que le temps jouait encore en faveur du projet européen en Afrique. Ils visaient à unir l'Europe et l'Afrique en Eurafrique. Un troisième bloc géophore mondial. Ensuite, a déjà été fait pasteur à peine de Skerbile. Qui a défendu cette idée? Était-ce les Français ou? C'est une incompréhension courante. Beaucoup de gens pensent que cela concernait uniquement la France. Cependant, la France, avec son vaste empire, a rencontré des défis pour rejoindre une union commerciale et tarifaire sans aborder ses complexités. Dès le début, la France a clairement indiqué que pour que la communauté économique européenne, qui est l'UE d'aujourd'hui, établie en 1957, fonctionne, son empire devait être inclus dans le projet. De même, la Belgique a insisté pour inclure ses colonies, le Congo, le Rwanda et le Burundi. Mais ce qu'il est crucial de comprendre, et cela ne fait qu'effleurer la surface de l'état d'esprit de l'époque, c'est que l'Allemagne de l'Ouest était également très intéressée par ce projet. Et cela est également un effet de la guerre froide. Konrad Adenauer et d'autres n'appréciaient pas la manière dont l'Europe avait été divisée. Ils étaient très incertains quant aux intentions anglo-américaines pour la défense de l'Allemagne et de l'Allemagne de l'Ouest. En conséquence, l'Allemagne de l'Ouest a senti que son avenir était avec la France et l'Empire français. Elle voyait un potentiel incroyable en termes de capacité industrielle, de matières premières et de richesses. Nous devrions prendre sur la crise de Suez der crise énergétique. Aidez-moi, 1956. Oui, désolé. Donc c'était juste un an, ou plutôt 5 mois, avant la signature du traité de Rome. On pourrait dire que la crise de Suez a marqué la fin de la prise pour acquise de la souveraineté en Afrique, du moins en Afrique du Nord, pour les Français et les Britanniques. Ils ont agi sans informer Eisenhower et les États-Unis, ce qui a grandement irrité l'administration américaine. La crise a été résolue avec l'aide de l'Union soviétique, assez ironiquement. Cela a démontré à l'Allemagne de l'Ouest et aux hommes d'État de l'Europe occidentale qu'ils n'avaient plus le même niveau de souveraineté et d'autonomie externe qu'auparavant. Cependant, ils avaient encore l'Empire français en Afrique. Cette prise de conscience a facilité le traité de Rome et a joué un rôle significatif dans l'aspect géopolitique de l'intégration. And the geopolitical aspect of integration.
Le traité de Rome en 1957 a établi la Communauté économique européenne, CEE, et a incorporé des territoires en Afrique, tels que toute l'Algérie et le Congo pour la Belgique. Ces territoires sont devenus légalement partie du cadre de la CEE, signifiant que l'UAPL a incorporé des parties de l'Afrique. Cependant, un autre événement significatif se déroulait simultanément, surtout pour les Français, les secondes guerres d'Indochine. Cette période a vu la transition du Vietnam, du contrôle français au contrôle américain, marquée par le remplacement des troupes françaises par des troupes américaines. Pourriez-vous expliquer comment cette transition a influencé la situation? Maintenant, cela devient complexe, mais revenons à la guerre d'Indochine française, qui est significativement liée à l'intégration européenne. Bien que peu discutée dans la plupart des travaux universitaires, il s'agissait pour la France de tenter de conserver le contrôle sur l'Indochine. Les Britanniques ont aidé la France parce que l'Indochine avait été occupée par le Japon pendant la guerre. Après la guerre, les Britanniques ont aidé la France, tout comme ils ont assisté les Néerlandais dans la reconquête de l'Indonésie. La France a ensuite engagé la guerre contre Ho Chi Minh et les forces du Viet Minh, aboutissant à la bataille de Dien Bien Phu en 1954. Suite à cette défaite, tout a été perdu pour la France et comme mentionné, les Américains ont pris la relève. Mais cela coïncide avec les négociations pour la Communauté européenne de défense et l'armée européenne. Il y a une thèse à l'Université de Lund par Jasmine Aymak qui change complètement l'histoire. Auparavant, on pensait que la France ne voulait pas de la Communauté européenne de défense parce qu'elle avait peur de l'Allemagne. Au final, c'est la France qui a coulé le projet. Cependant, Jasmine Aymak demande si la France a poursuivi la Communauté européenne de défense pour l'Europe ou pour l'Empire. Elle conclut, de manière très convaincante, que la France l'a poursuivi pour l'Empire. Essentiellement, la France visait à conserver le soutien financier et l'appui américain pour la guerre en Indochine. Une fois la guerre terminée, les Français pouvaient arguer qu'ils n'avaient plus besoin de la Communauté européenne de défense. C'était une stratégie diplomatique brillante de la part des Français, laissant croire aux Américains que la France s'engagerait dans la Communauté européenne de défense après avoir terminé la guerre. Cependant, la réalité était tout le contraire. La France a accepté l'argent et le soutien américain aussi longtemps que cela a duré. Et ensuite, la Communauté européenne de défense est devenue de l'histoire ancienne. Cette situation met en lumière la complexité incroyablement élevée de la géopolitique mondiale entourant la Communauté européenne de défense, qui est souvent considérée comme strictement une histoire de la guerre froide européenne. Cependant, c'est en réalité une histoire mondiale, un fait qui n'est pas largement reconnu dans les recherches sur Lee Weber. Je veux dire, cela a du sens, parce que l'élément central de l'Union européenne, la communauté du charbon et de l'acier, et la CEE, était cette union d'anciens ennemis, la France et l'Allemagne. C'est pourquoi, à mon avis, l'UML continuera d'exister tant que ces deux pays en feront partie. D'autres peuvent partir, mais si l'un de ces deux sort, le projet serait terminé. Surtout, la France tentait de s'accrocher à l'empire qu'elle avait et de récupérer ce qui était perdu pendant la guerre. Les Britanniques avaient trop de dettes de guerre. Alors les Américains les ont pressés de renoncer à une partie importante de leur empire, non par altruisme, mais pour des raisons stratégiques. Cependant, la situation française était différente. Même maintenant, certains pays africains ont leur monnaie imprimée en France. N'est-ce pas? Oui, il y a eu un livre fantastique publié récemment par Ndongo Samba Sylla, et j'ai oublié le nom du co-auteur, mais il discute du franc CFA. Il s'agit de la monnaie coloniale qui est encore utilisée par environ 16 pays africains en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale. Cette monnaie est un vestige des temps coloniaux.
L'ironie soulignée dans le livre est que lorsque la France a adopté l'euro, elle a perdu sa monnaie nationale. Par conséquent, le franc africain, qui était à l'origine arrimé au franc français, a survécu et est maintenant lié à l'euro. Cela l'a essentiellement transformé en un projet de l'UE à certains égards, bien que la France maintienne toujours un contrôle significatif. Ces vestiges sont souvent négligés, mais ils sont incroyablement significatifs. Pouvons-nous également parler un peu de la guerre en Algérie, qui a été une guerre très sanglante, la guerre d'indépendance de l'Algérie? C'était essentiellement un conflit intra-CEE, puisque selon les traités, l'Algérie faisait officiellement partie de la CEE. Que pensez-vous de cela? Comment cela a-t-il influencé la manière dont l'UE, à l'époque comme aujourd'hui, interagit avec l'Afrique du Nord? En effet, la guerre du Vietnam s'est conclue avec la bataille de Dien Bien Phu. Après cela, la guerre d'indépendance algérienne a commencé en 1954. Du point de vue français de l'époque, elle était considérée comme une guerre de sécession, un conflit illégal. Cette guerre a eu une influence significative sur les négociations pour la communauté économique européenne. Elle planait sur l'ensemble du projet. Initialement, la position de la France était incertaine, mais finalement elle a décidé d'incorporer pleinement l'Algérie dans la communauté européenne en tant que territoire. En contraste, d'autres colonies étaient simplement associées, ce qui représentait une forme d'incorporation plus lâche. Mais l'Algérie, puisqu'elle faisait partie de la République française, était pleinement intégrée. Megan Brown a également écrit un nouveau livre sur ce sujet. Elle explique que l'une des raisons pour lesquelles la France voulait intégrer l'Algérie était de légitimer la guerre française. Ce mouvement était vu comme un moyen d'obtenir la reconnaissance des 5 autres pays que l'Algérie faisait effectivement partie de la France et ne devrait pas être autorisé à faire sécession. Adenauer était l'un des plus fervents partisans de la guerre d'Algérie et du droit de la France de garder l'Algérie. Ce soutien était très important. Je parlais également de la crise de Suez et de la crise pétrolière subséquente. En 1956, un événement significatif s'est produit lorsque d'importants gisements de pétrole et de gaz ont été découverts dans le désert du Sahara en Algérie. Cette découverte était cruciale pour l'Allemagne de l'Ouest et d'autres pays. Les titres des journaux de l'époque proclamaient que l'Europe pouvait désormais atteindre l'indépendance énergétique. Ce développement a eu un impact profond, faisant écho aux préoccupations actuelles concernant la géopolitique de l'énergie. La France, l'Allemagne de l'Ouest et d'autres nations ont réalisé qu'en conservant le contrôle sur l'Algérie, elles pourraient sécuriser suffisamment de pétrole et de gaz pour répondre à l'ensemble des besoins énergétiques de l'Europe occidentale. C'était une prise de conscience monumentale. Le New York Times rapportait que l'Europe pouvait rompre sa dépendance au pétrole du Moyen-Orient et contrôler à la place ses propres réserves de pétrole en Algérie. Oui, d'une manière étrange. L'Europe, à l'exception de la Russie, de la Norvège et du Japon, fait face aux mêmes problèmes. Ils ne sont pas autosuffisants en énergie et doivent constamment chercher plus de ressources. Vraiment, seuls les Norvégiens ont suffisamment d'hydrocarbures pour s'auto-approvisionner. Le reste doit regarder à l'extérieur. Y a-t-il eu d'autres instances où les hydrocarbures ont joué un rôle dans la pensée géopolitique de l'UE ou de la CEE? Je n'ai aucun exemple en tête, mais il y avait certainement d'autres matières premières. C'est l'une des principales raisons pour lesquelles l'Afrique était si attrayante pour eux sous sa forme coloniale. Les Européens étaient fascinés parce que les ressources de l'Afrique étaient à cette époque largement inexploitées.
Ils croyaient que ces ressources étaient juste là, attendant d'être découvertes, y compris diverses matières premières rares. Les entreprises et industries allemandes ont tenu de nombreuses réunions avec les Français pour discuter de la manière dont ils pourraient entrer en Afrique et exploiter ces ressources. Dans les années 1960, il y a eu un passage du colonialisme classique, où les pays étaient contrôlés directement, au néocolonialisme. Cette approche garantissait que les entreprises avaient accès au marché et contrôlaient tout sauf la politique. L'influence politique était exercée par des pots de vin et d'autres moyens. Pourriez-vous fournir des exemples de la manière dont l'UBE ou ses pays membres sont passés au néocolonialisme? Dans notre livre, Stéphane et moi discutons de la difficulté à expliquer la transition du colonialisme au néocolonialisme. D'une part, il semble que l'échec de l'Afrique était dû à la décolonisation. L'Eurafrique, qui reposait fortement sur un colonialisme traditionnel de contrôle total, a eu du mal avec des concepts comme l'indépendance et l'autodétermination. Cependant, l'Eurafrique a réussi à sécuriser des accords d'association. En 1957, ces accords n'étaient pas possibles car les pays concernés étaient encore des colonies. Mais à mesure qu'ils obtenaient leur indépendance, les Européens ont établi des associations avec eux. En 1963, ils ont signé l'accord de Yaoundé, qui peut être vu comme le médiateur évanouissant de l'Euro-Afrique. L'Euro-Afrique a disparu, mais elle continue de médiatiser les relations euro-africaines à travers l'accord de Yaoundé avec 18 pays africains nouvellement indépendants, quoique nominalement indépendants. Cela perpétue une sorte de dépendance, passant d'une relation coloniale à une relation néocoloniale, sans le rêve euro-africain. Essentiellement, c'est l'Euro-Afrique sous un autre déguisement. Si l'UPIME avait été formé en 1965, ces relations auraient pu paraître bien différentes. Cependant, l'UME même a en réalité été fondée en 1957. À cette époque, personne n'anticipait l'indépendance africaine, à l'instar de la situation en France et en Belgique. Les journaux de cette époque suggéraient que le colonialisme africain persisterait pendant des générations. Les commentateurs au moment du traité de Rome remarquaient que personne n'aurait pu prévoir en 1960 et dans les années qui ont suivi que tous ces pays deviendraient indépendants. L'année 1957 est particulièrement intéressante, tout comme personne n'avait prédit la chute du mur de Berlin en 1989. Pourtant, lorsque ces événements se sont produits, les relations ont été renégociées. Cependant, elles ont été renégociées d'une manière qui dépendait des associations originales avec les colonies. C'est ainsi que le néocolonialisme fonctionne dans ce contexte. Ce qui me frappe alors, c'est que nous avons des études de cas historiques d'un groupe de pays, géographiquement, qui ont relativement étroitement adhéré à ce que nous pouvons appeler l'orthodoxie néolibérale. Cela signifie libéraliser les économies et suivre toutes les directives que la Banque mondiale et le FMI ont dans leurs manuels. De nombreux pays africains tombent dans cette catégorie. D'autre part, nous avons l'exemple contraire des pays d'Asie de l'Est et du Sud-Est qui ont réussi. Singapour est le premier, et avant tout, puis plus tard la Chine, une fois qu'elle s'est éloignée de ses idéaux communistes, mais aussi le Japon, Taïwan, et ainsi de suite. Ces pays n'ont pas suivi les prescriptions du FMI et de la Banque mondiale. Ils ont protégé leurs industries locales et les ont développées. En revanche, cela ne s'est jamais produit en Afrique. J'ai parlé avec un universitaire africain qui a mentionné que l'Afrique est toujours traitée comme un fournisseur de matières premières. Ces matières premières ne sont même pas échangées entre les pays africains. Elles sont échangées à l'international. Ainsi, il semble que
Tandis que la décolonisation a eu lieu politiquement, elle ne s'est pas produite économiquement pour l'Afrique. But economically not for the African case. Non, je veux dire, le travail effectué sur l'accord de Yaoundé montre un consensus selon lequel il s'agit de néocolonialisme. Les 18 pays africains nouvellement indépendants n'étaient pas en position de négocier efficacement. Ils devaient essentiellement accepter tout ce que les Européens proposaient. Cet arrangement a certes permis d'accéder à des marchés et offert certains avantages aux pays africains nouvellement indépendants, mais ces avantages n'étaient pas aussi significatifs que ceux obtenus par l'Europe. De plus, la France a joué un rôle majeur dans la direction de la Commission européenne. Il y a eu beaucoup d'écrits sur les relations humaines-Afrique, confirmant à quel point elles étaient truquées, notamment comment la France a influencé de manière significative ces relations. Oui, et puis dans les années 70, les choses ont un peu changé. L'accord de Lomé, conclu au début des années 70, marque ce changement. Bien que ce ne soit pas mon domaine de spécialisation, je me réfère aux conclusions de ceux qui l'étudient. Ils soutiennent que cette période a marqué un changement dans la manière dont les problèmes économiques mondiaux étaient discutés. L'accord de Lomé de 1975 représente un départ par rapport aux pratiques antérieures, avec beaucoup plus d'activisme et d'agence du côté africain. Et cela va de pair avec de nouvelles politiques économiques qui ont abordé ces problèmes. Cependant, comme vous l'avez déjà mentionné, elles ont été sévèrement endommagées par les politiques néolibérales du FMI et les programmes d'ajustement structurel. Ce qui aurait pu prendre un chemin différent au début des années 70, car l'UML était très différente à l'époque. L'UMember avait beaucoup d'influence de gauche depuis 1968. Il y avait un moment de changement potentiel, mais depuis, les choses ont radicalement changé. Actuellement, l'Humanning poursuit des politiques très extractives, mais elle fait maintenant face à la concurrence. Comme je l'ai noté dans un billet de blog de la LSE, la Chine est devenue un concurrent significatif en Afrique pour les Européens, un défi qu'ils n'avaient jamais affronté auparavant. Ouais, et il y a un autre acteur qui entre en scène, les Russes. J'ai une collègue russe, journaliste, qui a écrit un court article pour mon blog. Elle a souligné que les pays africains voient la Russie assez bienveillamment parce que l'Union soviétique n'a jamais exercé de contrôle direct sur eux. C'était toujours plus un partenariat. C'est quelque chose que les pays africains se souviennent aujourd'hui, surtout maintenant. Par exemple, regardez ce qui s'est passé au Nigeria il y a 2 mois. Le Nigeria prend ses distances avec les Français et a même suggéré que les Américains devraient partir, bien que cela soit peu probable. Mais comment voyez-vous cette situation évoluer? Assistons-nous à une nouvelle ruée vers l'Afrique sous nos yeux? Cela dure depuis un certain temps, en fait. Ce que je trouve intéressant, c'est que d'une part, nous sommes familiers avec la ruée vers l'Afrique et les effets négatifs horribles qu'elle a eus sur de nombreux pays africains. D'autre part, il y a quelque chose de nouveau qui n'était pas là avant, et c'est l'agentivité africaine à un degré plus large. Ils sont capables, comme vous l'avez dit, de former des partenariats et parfois de choisir avec qui ils coopèrent. Ainsi, les gouvernements en Afrique ne sont plus comme avant, simplement tirés par les Européens. C'est énormément nouveau et scandaleux pour les Européens. Ils ne peuvent pas accepter cela. Et c'est tout le langage, toute la rhétorique politique qu'ils ont sur l'Afrique maintenant. Ils disent que les Chinois, les Russes et d'autres acteurs qui entrent en scène africaine font penser à l'UE qu'il ne devrait pas en être ainsi, parce que les Européens se voient comme le partenaire naturel de l'Afrique, comme ils le disent toujours. Et vous dites, eh bien, partenaire naturel? Peut-être.
mais ce n'a certainement pas été un bon partenariat. Ça n'a pas vraiment été un véritable partenariat. Ça a été une relation très asymétrique, comme nous le savons tous. Ursula von der Leyen a fait une déclaration qui est tellement pertinente. Elle a dit que cela n'avait pas de sens pour l'UE de construire cette route parfaite entre une mine de cuivre financée par les Chinois et un port financé par les Chinois. Non, cela peut ne pas sembler logique pour l'UNOPAWR de construire cette route, mais pour un gouvernement africain, cela peut avoir parfaitement du sens. Cela montre que pour l'ULR, l'idée de l'agence africaine, de la souveraineté et de l'autonomie est très étrangère et indésirable. Par conséquent, l'UE promeut le concept d'autonomie stratégique pour contrer cela, affirmant la nécessité d'un voisinage d'États amis, l'Afrique étant certainement incluse dans cette catégorie. Cette approche n'est qu'une vieille politique de sphère d'influence. C'est évident dans les relations UE-Afrique de nos jours, avec l'UE qui insiste sur des politiques échouées et ne parvient pas à reconnaître que les gouvernements africains ont désormais un certain levier et vont l'utiliser. Ils ne suivront plus simplement les ordres de Bruxelles et d'autres capitales de l'UE. Voilà la situation. C'est une observation très précieuse. Elle s'aligne sur ma préoccupation selon laquelle, historiquement, lorsque confrontés à des défis, ces anciennes manières de penser conduisent à redoubler d'efforts, tentant de changer les situations de force si les méthodes pacifiques échouent. Alors, que pensez-vous que seront les prochaines étapes de la France maintenant qu'elle a été expulsée d'une portion significative de l'Afrique du Nord-Ouest? Il y a eu des discussions sur d'éventuelles interventions. Récemment, il semble que la France et possiblement les États-Unis ont tenté d'engager le Nigeria comme leader régional pour intervenir en Afrique du Nord et aussi en Haïti. Cependant, ces tentatives ont été infructueuses. Malgré cela, il semble y avoir un effort continu pour employer une stratégie de diviser pour mieux régner avec certains alliés sélectionnés. Oui, je pense que la notion d'intervention circule depuis un certain temps. La manière dont les médias occidentaux en ont discuté la faisait apparaître comme le cours d'action le plus naturel. Il y a une supposition que la France interviendrait, possiblement avec le soutien des États-Unis. Il est largement reconnu que beaucoup de ceux impliqués dans des coups d'État ont reçu une formation des États-Unis, soulignant les relations complexes en jeu. Cependant, l'intervention n'a pas eu lieu, ce qui est intéressant. Il y a probablement de nombreux plans de contingence en place. Du point de vue géopolitique de l'Union, elle déclare ouvertement qu'il y a de nombreux endroits en Afrique où les États-Unis n'ont pas d'intérêts primordiaux. Et ce sont les endroits où l'UE même doit capitaliser d'un point de vue de la politique de sécurité. C'est intéressant parce que cela nous ramène aux années 1950, lorsque la France, l'Allemagne de l'Ouest et d'autres ont observé que les États-Unis et l'Union soviétique n'avaient pas d'intérêt significatif en Afrique. À cette époque, les États-Unis avaient à peine des ambassades ou des points d'intérêt en Afrique. Ainsi, il devient à nouveau évident que l'UE doit rapidement se déplacer vers ces zones où il n'y aura pas de conflit avec les intérêts américains. Cependant, il rencontre ensuite les intérêts d'autres pays, comme la Chine, la Russie ou divers États du Golfe, entre autres. Et je pense que c'est plus difficile pour l'UE d'accepter. Et c'est pourquoi nous avons un langage très agressif envers la Chine. L'UAPR va développer cette position en Afrique. Lorsque Joseph Borrell, le chef de la politique étrangère de l'UE, a visité la Chine à l'automne, probablement en octobre ou novembre de l'année dernière, il a insisté pour que la Chine traite l'UE comme un pair géopolitique. C'est une affirmation étrange. Vous êtes soit perçu comme une entité géopolitique, et les adversaires vous traiteront en conséquence. Cependant,
vous ne pouvez pas simplement utiliser la rhétorique pour convaincre les autres, surtout les adversaires, de vous traiter comme puissant et influent. Il est remarquable que l'UE n'adopterait pas cette approche avec les Américains, mais le fait avec les Chinois et les Russes. Il y a encore tant d'arrogance. C'est quelque chose à quoi les réalistes, en particulier, réagissent très négativement. Lorsque la rhétorique ne correspond pas aux actions ou aux dynamiques de pouvoir réelles, c'est problématique. La Chine est un cas fascinant parce que ce que nous observons depuis l'Europe et les États-Unis implique beaucoup de terminologie nouvelle et inhabituelle. Un terme particulier qui a émergé il y a 5 à 7 ans était l'avertissement concernant le piège de la dette de la Chine. L'ULEBEB et les États-Unis ont mis en garde tout le monde contre celui-ci. Cette stratégie du piège de la dette est bien sûr le même mécanisme qui a permis au néocolonialisme de prospérer pendant 50 à 60 ans. Parce que vous pouvez mettre la pression sur ces pays en les endettant dans votre propre monnaie. Cela conduit à un ajustement structurel, ce qui signifie essentiellement dicter les politiques que ces pays doivent mettre en œuvre. Un nouveau terme qui a émergé est la surcapacité chinoise. Janet Yellen a mentionné que la Chine doit réduire sa surcapacité et ses exportations agressives dans le monde entier. Qu'en pensez-vous? Je reconnais que je sais trop peu pour faire une déclaration profonde. Cependant, je crois que vous avez un point valide. L'émergence de cette rhétorique maintenant est probablement pas une coïncidence. Dernière question. Où voyez-vous l'Union européenne se diriger? Pensez-vous qu'elle essaiera d'être plus géopolitique? La dernière commission a déclaré qu'elle voulait être une commission géopolitique, ce qui a suscité des interrogations. La perception commune est que l'ULU est principalement une union économique et un projet de paix. Soudainement, Ursula von der Leyen annonce le désir pour l'UE d'être géopolitique. Croyez-vous que cette direction va continuer ou y aura-t-il une pression pour reconsidérer cette position? Oui, c'est la question à 18 000 $, n'est-ce pas? Il existe différentes tendances contradictoires. Nous devons comprendre que l'Union européenne, depuis au moins son élargissement vers l'Est, contient différentes volontés géopolitiques. Cela est évident, bien que beaucoup tentent de le minimiser ou de l'ignorer, surtout dans le contexte de la guerre en Ukraine. Différents pays ont ici des intérêts différents. Par exemple, la France, avec Macron prenant désormais une position différente dès le début, plaide pour des bottes sur le terrain et redouble d'efforts. Mais je pense que lorsque vous avez des dirigeants dans l'UE, comme Macron ou Ursula von der Leyen, qui disent que le veto en matière de politique étrangère est anachronique et ridicule et qu'il doit être aboli, c'est une déclaration significative. Ensuite, vous avez des universitaires qui soutiennent que l'Europe doit parler d'une seule voix. Cependant, cela renvoie aux vieux rêves d'unité européenne qui peuvent être très dangereux. Cela implique que certains gouvernements, comme ceux de la France et de l'Allemagne, parleront pour l'Europe, reléguant potentiellement d'autres pays au second plan. Des pays comme la Suède pourraient simplement suivre. Cette situation met en lumière la fragilité du projet européen et souligne ses dangers. C'est là que les leçons de l'histoire devraient être enseignées, n'est-ce pas? Mon point de vue sur l'UE a toujours été qu'elle ne devrait pas trop expérimenter, surtout pas avec les politiques militaires et de sécurité étrangère, parce que nous avons déjà fait ça par le passé et ça n'a pas fonctionné. S'il y a une chose que nous devrions retenir à propos de l'Europe, c'est que les choses peuvent très mal tourner.
Donc, ce qui m'intéresse de plus en plus, c'est de regarder ce qui s'est passé dans les années 60 et 70. À cette époque, vous aviez de fortes voix européennes qui parlaient au nom de l'Europe, mais elles prônaient la paix au vrai sens du terme. Des figures comme Olof Palme, Bruno Kreisky et Willy Brandt, parmi d'autres, étaient impliqués dans les grands schémas géopolitiques de l'époque, mais soutenaient tout de même qu'il pourrait y avoir des alternatives. Et des alternatives qui n'étaient pas seulement européennes, mais impliquaient l'Europe dans un engagement avec le monde non aligné. Il ne s'agissait pas de donner des ordres, mais de s'engager véritablement. Ce qui est si intéressant lorsque vous écoutez ces Européens de l'époque, c'est qu'ils pouvaient parler en tant qu'Européens et dire qu'il n'y avait aucun problème à ce que l'Europe soit faible au sens géopolitique. Ils croyaient en l'engagement, le désarmement et un mouvement de paix, toutes choses dont on n'entend plus parler. C'était une époque où de nombreux Européens étaient tout à fait à l'aise avec le fait de ne pas être des puissances géopolitiques. Mais dans les études et le jargon de l'UE même, comment cette période est-elle décrite? Eh bien, c'est le pessimisme européen, c'est l'eurosclérose. Ce sont les mauvais vieux jours où l'Europe ne pouvait rien faire. Non, je soutiendrai que ces années sont probablement les meilleures années si nous voulons revenir en arrière et chercher des alternatives. Que disait Willy Brandt à la fin des années 60? Il a dit qu'il n'aimait pas l'Union soviétique et le bloc de l'Est. Mais il a également dit que nous devons coexister. Il n'y a pas d'autre moyen. Nous devons nous engager et travailler pour désarmer et pour vraiment nous engager, pas avec l'agression que nous voyons aujourd'hui. Cette sorte de politique agressive, de confrontation et de somme nulle ou cette sorte de moralisation de haute tenue sont toujours des politiques non réalistes, dangereuses que nous voyons aujourd'hui. Je pense que l'Europe devrait se reconnecter à cette époque pour comprendre ce qui a été fait alors et comment cela pourrait être articulé aujourd'hui pour former de nouveaux mouvements. Ces mouvements verraient l'Europe non pas comme revenant à la guerre ou à la confrontation avec la Russie et la Chine, mais sous un jour différent. Si je me fais comprendre, ce serait une nouvelle manière pour l'Europe de s'engager dans le monde. La direction actuelle est très dangereuse. Je suis extrêmement sceptique. Mon propre pays a été entraîné dans l'OTAN sans une compréhension claire de ce qui se passe réellement et des implications. Ce sont des temps très dangereux et observer comment les dirigeants européens gèrent la situation est tout simplement affreux. Je ne peux pas me rappeler d'une période où l'intégration européenne, accompagnée d'une idéologie alignée sur le capitalisme et un désir d'exercer un contrôle sur tout le monde, ne s'est pas terminée de manière désastreuse. Chaque instance, que ce soit l'Union soviétique, l'Allemagne nazie, ou même l'approche de la France, il y a 200 ans, d'unir par la force militaire, a abouti à un échec. À chaque fois, ces tentatives se sont désintégrées, souvent à cause du nationalisme. C'est la prise de conscience qu'il peut y avoir différents intérêts. Et concernant l'Afrique, comme je l'ai dit, l'idée que les pays africains pourraient avoir des intérêts différents et qu'ils vont réellement poursuivre des intérêts différents de ceux de l'Europe et de Bruxelles est un concept étranger. Et que cela peut être acceptable, et nous pouvons coexister. Exactement. P.O. Hansen, merci beaucoup pour votre temps aujourd'hui. Merci de m'avoir invité.